La parole est à Jean-Paul Garot. Bien, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame le ministre de la Santé. Dimanche dernier, aux premières heures de la matinée, à Lormont, dans la banlieue bordelaise, un homme qui bénéficiait d'une permission de sortie de l'hôpital psychiatrique de Cadillac est présumé avoir tué à l'arme blanche sa propre mère et l'avoir mutilée alors qu'elle était encore peut-être vivante. La sauvagerie de ce meurtre rappelle ceux de la tuerie de Pau où 2 infirmières avaient été tuées par Romain Dupuis, qui a été ensuite déclaré pénalement irresponsable. L'auteur présumé des faits de Lormont est déjà bien connu pour des actes de violence répétés et très graves. Il a notamment égorgé un co-détenu en mars 2001 à la maison d'arrêt de Gradignan. Il a dans un passé récent été neutralisé à 3 reprises par le GIPN. Dimanche, c'est donc la 4e fois qu'il a été maîtrisé par le GIPN. Cet individu n'est plus, selon la formule employée par le procureur de la République de Bordeaux, sous main de justice depuis 2001. Il a été admis dans l'unité pour malades difficiles de Cadillac, où il a été soigné pendant des années, puis a été transféré dans une clinique psychiatrique conventionnelle, et il a obtenu par la suite des permissions de sortie suite à des avis médicaux. Ce cas dramatique pose à nouveau la question de l'évaluation de la dangerosité de certains délinquants ou de malades mentaux et des conséquences à en tirer. J'ai rendu au Premier ministre le 18 octobre dernier un rapport sur le sujet, après avoir travaillé pendant 6 mois avec le ministère de la Justice et vos services, Madame le ministre. J'ai formulé 21 préconisations, dont celle concernant le renforcement des UMD, la mise en place rapide des UHSA, une meilleure liaison entre justice, santé et intérieur. J'ai demandé la création d'une obligation de soins ambulatoires, la modification du régime de la sortie d'essai, les suites à prévoir après la levée de l'hospitalisation d'office. Même si le risque zéro n'existe évidemment pas, quelles sont les mesures, Madame la ministre de la Santé, que vous envisagez pour mieux protéger nos concitoyens de la folie meurtrière de quelques malades mentaux? Je vous remercie. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la prestation de serment devant l'Assemblée nationale d'un juge suppléant de la Cour de justice de la République. Au terme de l'article 2 de la loi organique sur la Cour de justice de la République, les juges jurent et promettent de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, de garder le secret des délibérations et des votes, et de se conduire en tout comme dignes et loyaux magistrats. Je vais donc inviter M. Jean-Paul Garot à bien vouloir se lever et, levant la main droite, à prononcer les mots « Je le jure ». Acte est donné par l'Assemblée nationale du serment qui vient d'être prêté devant elle. Merci. Alors, j'ai reçu, pour les explications de vote, la demande d'intervention pour le groupe UMP de Jean-Paul Garot. 5 minutes d'explication de vote, M. Garot. Bien, merci, Monsieur le Président. Au nom du groupe UMP, bien entendu, je me lève contre l'exception d'irrecevabilité qui a été déposée par le groupe socialiste. Et je tiens à dire les choses telles qu'elles sont, parce que quand l'on commente ce texte en disant qu'il s'agit d'une sorte de monstruosité juridique, je dis d'abord et avant tout, mais où sont les monstres? Et les monstres, ce sont ces grands prédateurs contre lesquels il n'y a pas encore assez d'outils juridiques pour les traiter. Et nous le savons tous. Nous le savons tous, tous les professionnels de la justice et tous ceux qui travaillent au sein de la justice savent qu'il y a un problème, un vide juridique par rapport au traitement de ces individus particulièrement dangereux qui ressortent en fin de peine en étant toujours très dangereux et quelquefois même plus dangereux que lorsqu'ils sont rentrés en centrale et en maison d'arrêt. Alors par rapport à tout ceci, je voudrais resituer d'abord les problèmes, la problématique, parce qu'il y a eu de la part de Dominique Raimbourg une sorte de confusion qui a été entretenue. Et d'abord, je tiens à dire que ce projet de loi constitue une très sérieuse avancée pour les droits des victimes. Et ça rééquilibre même la place de la victime dans le procès pénal. Quand on parle effectivement de la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, c'est une grande avancée parce qu'il y a toute une série de conséquences qui vont être entraînées par ce texte. Et quand vous parlez
des droits de l'homme, quand vous nous faites la leçon à propos des droits de l'homme, par une sorte de perversion de la théorie des droits de l'homme, moi je vous dis aussi que les droits de l'homme, ce sont aussi les droits des victimes. Et il ne faut pas les oublier. Et nous sommes là aussi pour en parler, pour trouver des solutions. C'est le premier point. Ensuite, nous avons tous bien compris que ce qui vous gêne d'abord et avant tout, c'est ce fameux centre de sûreté, centre fermé. Alors par rapport à cela, il faut aussi vous dire un certain nombre de choses. D'abord le vide juridique, parce que moi, à vous entendre, qu'est-ce que vous proposez? Il faut attendre. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous nous avez dit que surtout, il était urgent de ne rien faire et qu'il fallait attendre. Alors est-ce que vous allez, la prochaine fois, parce que malheureusement nous ne vivons pas dans un monde parfait, je voudrais bien mais ce n'est pas le cas, eh bien la prochaine fois qu'il y aura un crime affreux, quand on vous tendra le micro, que vous saisirez, eh bien vous direz que oui, vous soutiendrez les victimes, oui, vous direz un certain nombre de choses, vous vous draperez dans une sorte d'angélisme béat, mais par contre, rien ne se fera. Et moi, mesdames et messieurs de l'opposition, je peux vous dire que j'ai connu dans ma carrière professionnelle des individus qui avaient été condamnés à des peines très lourdes, et notamment un qui avait été condamné 3 fois à perpétuité. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est 2 fois de trop? Donc cet individu qui a été condamné 3 fois à perpétuité, il a manifesté bien entendu une exceptionnelle dangerosité. Et le texte qui nous occupe aujourd'hui, c'est justement un texte qui est fait non pas pour ajouter une peine à une autre peine, mais c'est une mesure de sûreté. Et nous sommes ici à l'Assemblée nationale, il nous arrive quand même de faire un peu de droit. La mesure de sûreté, ça existe depuis quand même quelques années. Il y a des mesures de sûreté en milieu ouvert, et il y a des mesures de sûreté en milieu fermé. Nous sommes là en présence d'une mesure de sûreté en milieu fermé, et toutes les caractéristiques de la mesure de sûreté doivent être entraînées par toute une série de dispositions. Alors, sur la mesure de sûreté, vous avez invoqué la Convention européenne des droits de l'homme, et vous avez eu tout à fait raison. Mais je vous fais remarquer que des pays comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, la Belgique, ont mis en place donc des systèmes similaires, et que pour les pays qui font partie de l'Union européenne, ceci n'a jamais été déclaré contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Alors pourquoi seulement la France serait-elle condamnée par la Convention européenne des droits de l'homme alors que les autres pays ne le sont pas? Et puis je voudrais vous dire aussi, parce que là aussi on nous fait une sorte de procès en sorcellerie en nous disant que nous légiférons sous le coup de l'émotion. L'émotion, c'est plutôt les victimes qui ressentent cette émotion-là, parce qu'elles ont beaucoup de dignité, parce qu'elles réagissent en faisant confiance à la justice de leur pays. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion. Après déclaration d'urgence du projet relatif à la rétention de sûreté, nous abordons la discussion générale. La parole est à Monsieur Jean-Paul Garot, premier orateur inscrit. Pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le Garde des Sceaux, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi proposé au Parlement est d'importance. Il concerne principalement le traitement de ces quelques dizaines de grands prédateurs, ceux qui se moquent des lois et surtout des êtres humains pour ne satisfaire que leurs propres pulsions, ceux qui, ayant commis des faits gravissimes, sont toujours très dangereux à leur sortie de prison, ceux qui, manifestement, récidiveront car ils ne sont pas réinsérés dans la société, car non réinsérables en l'état. Ceux dont on sait qu'ils vont recommencer, mais pour lesquels nous ne disposons pas encore des outils juridiques pour les traiter et pour protéger la société de leurs méfaits. Ce projet de loi prend aussi réellement en considération le sort des victimes, tant celles qui sont victimes d'auteurs pénalement responsables que celles victimes d'irresponsables pénaux. Les 2 types de dangerosité sont pris en compte, la dangerosité criminologique qui concerne les responsables pénaux et la dangerosité psychiatrique qui vise les irresponsables. Qui n'a pas été victime ne comprend pas toujours l'isolement, la grande solitude, le sentiment d'injustice ressenti par elles et leur famille. Si l'auteur responsable de ces actes choisit la voie du crime en décidant de passer à l'acte, la victime, elle, n'a jamais choisi d'être victime. Elle subit l'acte dans tous les cas.
Nous connaissons tous le travail remarquable de dignité réalisé par ces associations de victimes, de parents d'enfants assassinés par exemple. Je ressens personnellement beaucoup d'admiration pour ces personnes qui refusent la vengeance et qui font toujours confiance à la justice de leur pays malgré l'horreur qu'elles ont vécue. Qui pourrait dire d'ailleurs parmi nous que face au pire, face au viol et au meurtre de son propre enfant, nous réagirions de même. Mais la solitude, l'incompréhension, l'injustice de la situation subie par les victimes sont encore plus mal ressenties lorsque les faits sont commis par une personne déclarée irresponsable. Dans ce cas, un non-lieu intervient, comme si l'auteur était reconnu innocent, et celui-ci échappe totalement au circuit judiciaire pour entrer dans un circuit médical totalement inconnu pour les victimes, qui n'ont plus aucune information sur le devenir de l'intéressé. Sans évoquer d'ailleurs pour autant des cas qui ne sont pas uniques, où la victime rencontre par hasard, quelques jours plus tard, son tortionnaire au détour d'une rue. S'il n'est pas question de juger les fous, il est quand même nécessaire de rappeler que pour la victime et ses proches, que l'on soit victime d'un responsable ou d'un irresponsable pénal, c'est la même chose, le même traumatisme, les mêmes dégâts physiques et psychiques, le même dommage qu'il convient de tout faire pour réparer. Et si la réparation civile est toujours possible, il est important que la puissance publique se rende compte de cette situation et prenne l'initiative d'intervenir au soutien des victimes. C'est maintenant chose faite avec ce texte. Votre projet de loi, Madame le garde des Sceaux, répond exactement à ces très légitimes préoccupations. Au stade de l'instruction, une véritable audience se déroulera devant la Chambre d'instruction qui statuera à l'issue d'un débat contradictoire et qui se prononcera, si tel est le cas, par une déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Il sera clairement affirmé que l'infraction est bien imputable à l'auteur, mais que celui-ci n'est pas responsable en raison de son état mental. C'est toute la différence, enfin consacrée, entre l'imputabilité et la responsabilité. Il en sera de même au stade du jugement, tant en matière délictuelle que criminelle, où la juridiction ne prendra plus une décision de relax ou d'acquittement en cas d'application de l'article 122.1 du Code pénal, mais une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale avec inscription au casier judiciaire de l'intéressé. On comprend l'intérêt de cette disposition, quand l'on sait qu'un individu peut être reconnu responsable pour certains faits et irresponsable pour d'autres. Il est important que l'autorité judiciaire ait à sa disposition, notamment par le casier judiciaire, toutes les informations sur l'intéressé. Ainsi, la victime, par ce texte, disposera d'un véritable statut renforcé et plus égalitaire avec celui de l'auteur. Les dispositions proposées constituent pour moi une avancée très significative en faveur des victimes. Nous aurons au cours de nos débats l'occasion de discuter la technique procédurale des dispositifs proposés. Je souhaite pour ma part, au cours de ce propos introductif, me concentrer sur les quelques principes qui animent notre volonté d'agir. Ils ne doivent pas être caricaturés. Il est de notre responsabilité d'intervenir, au lieu, comme certains de mes collègues de l'opposition, et nous l'avons entendu tout à l'heure, d'agiter les peurs en taxant ce texte notamment de liberticide. Et quel est le problème majeur? Il est simple. J'ai connu en tant que magistrat des individus qui, ayant commis des faits particulièrement odieux, arrivés en fin de peine, étaient libérés sans aucun contrôle, aucune surveillance, alors que tous ceux qui les avaient suivis en cours de détention assuraient qu'ils étaient toujours très dangereux et que la récidive ne faisait aucun doute. J'ai ainsi connu un individu qui avait été condamné 3 fois à perpétuité pour des faits de meurtre et d'assassinat. N'est-ce pas 2 fois de trop? J'ai même connu des détenus qui refusaient de sortir car ils savaient qu'ils ne pourraient résister à leur pulsion une fois libérés de tout contrôle, libres de tout contrôle. J'ai connu également des juges d'application de peine qui, sachant qu'en fin de peine, certains délinquants sortiraient sans contrôle alors qu'ils restaient potentiellement dangereux, préféraient les libérer d'une façon anticipée, en libération conditionnelle, afin de pouvoir les surveiller. En clair, ces juges prenaient l'énorme responsabilité de libérer sous condition un récidiviste en puissance pour mieux le surveiller, car quelques mois plus tard, ils savaient qu'il n'y aurait plus aucune possibilité de contrôle. C'est dire qu'il existe un vrai vide juridique et qu'il faut le combler. Ne pensez-vous pas qu'au lieu de se draper dans une sorte d'angélisme, nous devrions voir la réalité en face et s'attacher à trouver des solutions? Trouvez-vous responsable qu'à chaque fait divers tragique, nous nous indignions en assurant les familles des victimes de notre soutien sans pour autant agir réellement en ce sens? Non, mes chers collègues, nous ne vivons pas dans ce monde parfait. Il est de notre devoir d'intervenir dans le respect de nos principes démocratiques et de s'opposer par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme, ce sont aussi les droits des victimes, ne l'oublions pas. Nous ne légiférons pas sous le coup de l'émotion.
Voici des années que des réflexions ont été menées en la matière et que des propositions ont été formulées. Pour ma part, j'avais ainsi formulé 21 préconisations dans un rapport rendu au Premier ministre le 18 octobre 2006. Et plusieurs textes déjà en application s'inspirent directement de la prise en compte de cette dangerosité criminologique, dont celui relatif à la surveillance judiciaire, institué par la loi du 12 décembre 2005, avec la mesure phare du bracelet électronique mobile dont Georges Fenech était l'un des principaux artisans. Souvenons-nous d'ailleurs que c'est au cours de la préparation de cette proposition de loi, dans le cadre de la mission d'information parlementaire présidée par Pascal Clément, alors président de la commission des lois, que nous avons beaucoup travaillé sur cette question de l'évaluation de la dangerosité et des conséquences à en tirer. En effet, il faut le souligner, nous avons connu depuis quelques années une évolution juridique sur cette question et nous parvenons avec l'actuel projet de loi à son aboutissement. J'ai vraiment tenu au cours de tous ces travaux à aller au bout de notre logique, à rendre totalement cohérent le système. Avec le bracelet électronique mobile, une étape importante était franchie. Mais comme j'avais eu l'occasion de le rappeler à l'époque, ce dispositif était totalement insuffisant pour un Fourniret, un Holm, un Baudin, un Guy Georges et tous ces grands criminels qui, heureusement, sont peu nombreux, mais commettent des dégâts considérables. L'évaluation de la dangerosité place au premier plan la mesure de sûreté. C'est cette mesure qui prend le relais de la peine lorsque celle-ci est terminée et que, manifestement, des précautions de défense sociale sont encore à prendre. Oui, il faut prendre à l'encontre de certains individus et sous certaines conditions très précises, des mesures de protection sociale, tant en milieu ouvert qu'en milieu fermé, si besoin est. Il n'y a pas de honte à affirmer que des mesures de protection sociale doivent être prises pour éviter des drames, comme celui encore récent dont la jeune Anne-Lorraine Schmitt a été victime. Alors à tous ceux qui nous assènent une sorte de morale issue d'un détournement de la théorie des droits de l'homme et qui veulent nous discréditer en diabolisant le texte, je rappellerai très rapidement quelques conditions qui ont d'ailleurs été évoquées tout à l'heure et qui encadrent rigoureusement cette application. C'est seulement l'autorité judiciaire et elle seule qui sera en mesure donc de décider de l'application du dispositif aux délinquants condamnés à moins 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, d'assassinat, d'actes de torture, de barbarie, de viol. Ceci est donc déjà très limitatif. J'insiste sur le fait que cette rétention de sûreté est une mesure qui s'ajoute aux outils juridiques dont disposent les juridictions. Il s'agit pour elles d'une simple possibilité totalement facultative. La juridiction décidera souverainement si une telle mesure sera appliquée ou non lorsque les conditions seront remplies. Je suis particulièrement satisfait que le projet de loi ait connu une évolution quant aux victimes concernées. L'avant-projet de loi limitait l'application éventuelle de la rétention de sûreté à l'auteur des faits criminels commis sur mineurs de 15 ans. En commission des lois, nous avons étendu le dispositif. Aujourd'hui, j'espère qu'aucune différence ne sera faite entre les victimes, quel que soit leur âge, car comment pourrions-nous expliquer aux familles de victimes de 19-20 ans ou plus que l'auteur des faits est potentiellement moins dangereux parce que la victime est majeure? Merci de conclure, M. Guérin. Ceci est impossible parce qu'incohérent. Je souhaitais dire évidemment un certain nombre d'autres, en ce qui concerne donc notamment le centre fermé. J'aurai l'occasion, bien entendu, de m'exprimer un peu plus complètement tout à l'heure, voilà, avec l'exemple notamment des pays étrangers dont nous avons parlé également tout à l'heure. Mais je souhaiterais simplement terminer en disant que par ce texte, nous répondons à plusieurs impératifs, de sécurité pour nos concitoyens d'abord, de fermeté dans le traitement de la dangerosité et des états dangereux, mais aussi d'humanité, car nous mettons en place un traitement adapté pour l'individu lui-même et pour obtenir sa réinsertion dans le circuit social, ce qui est de toute façon l'objectif final. Merci. Le règlement. Oui, merci Monsieur le Président. Je souhaite effectivement faire un rappel au règlement et réagir en fait à cette suspension de séance qui a été demandée par l'opposition, parce que je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Nous en avons quand même aussi un peu assez d'être accusés, nous, d'être des sortes d'adversaires aux droits de l'homme. Vous avez employé des termes qui sont insidieux. Vous en avez employé hier, des termes graves, faisant référence à des périodes noires de l'histoire, et vous en avez employé aussi ici ce soir. Vous avez employé des termes comme le mal, des zones d'ombre, et des termes analogues. Ceci est inadmissible, parce que vous voulez nous faire passer pour des personnes qui n'ont pas, et des députés, des responsables, qui n'ont pas justement ce souci des droits de l'homme. Mais nous, les droits de l'homme, ce ne sont pas que les droits des auteurs d'infractions, ce sont aussi les droits des victimes. Et nous sommes tous là, évidemment, pour les défendre. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les droits des victimes, je rappelle quand même
puisque j'ai co-signé cet amendement qui étend le dispositif applicable donc aux auteurs, aux criminels, aux grands criminels, ce dispositif de rétention de sûreté, quel que soit l'âge donc de la victime. Je rappelle simplement qu'en commission des lois, Madame Guégou, Monsieur Rimbourg, vous étiez tout à fait d'accord, finalement, pour ne pas faire de différence entre les victimes. Vous l'avez dit, c'est noté en commission des lois. Vous vous opposez au principe du centre fermé, mais vous ne vous êtes pas du tout opposé à cette extension à toutes les victimes. Et c'est tout à fait d'ailleurs compréhensible qu'on ne fasse pas de différence entre les victimes. 18 ans moins un jour, 18 ans plus un jour, la victime, elle connaît le même dommage, les mêmes dégâts, et sa famille également. Donc vous l'avez indiqué. Donc je souhaiterais, pour la suite de ces débats, tout simplement, qu'on arrête de nous faire cette sorte de procès en diabolisation, en sorcellerie. Nous sommes aussi et autant soucieux que vous. Alors, de grâce, restons dans un débat qui soit serein, faisons en sorte de nous entendre et ne nous faites pas passer pour ce que nous ne sommes pas. Merci, Jean-Paul Garot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, effectivement, je remplace avec plaisir Michel Tabarot aujourd'hui, puisque nous reparlerons bientôt de la loi pénitentiaire dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur. Alors, j'ai quelques questions à vous poser, Madame la Ministre, au sujet du budget. Simplement, d'abord, au préalable, je rappelle que justement, dans son rapport, Michel Tabarot avait mis en valeur certains points importants du budget. D'abord, cela a déjà été dit, l'ambition, bien sûr, du programme immobilier sans précédent. Ensuite, la prise en charge médicale des détenus, c'est une importante question qui a été déjà évoquée, qui reviendra à nouveau, bien sûr, lors des prochains débats. Le rôle crucial des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans la préparation à la réinsertion, la question majeure des aménagements de peine, et bien sûr toute la question relative à la prévention de la récidive. Et puis un point qu'elle avait également mis en valeur, sur lequel d'ailleurs je vais vous poser la première question, elle avait indiqué la nécessité d'accroître les crédits alloués aux aumôniers de prison. Et donc c'est ma première question, puisqu'elle avait présenté un amendement qui avait été adopté par l'Assemblée, qui accroissait ces crédits de 150 000 €. Et donc le RAP indique que, donc le rapport annuel de performance indique que ce montant a été intégralement consommé. Donc je souhaitais vous demander de nous préciser la traduction concrète de cette hausse de crédit. Ensuite, les questions que je souhaite vous poser se partagent en 3 points principaux, 3 chapitres si je peux dire, mais rapidement. Hein. Le premier point tient compte de l'évolution de la population pénale et la gestion du parc immobilier. Quelques questions à l'intérieur de ce premier point. Deuxième point, le bilan de la politique d'aménagement des peines, un sujet évidemment très important. Et le troisième point, l'accès des détenus aux soins. Voilà, je crois là qu'il y a là les 3 sujets, enfin finalement principaux qui nous occupent. Alors, sur le premier point, l'évolution de la population pénale et la gestion du parc immobilier, la question qui, bien sûr, vient tout de suite en tête, c'est de savoir comment l'administration pénitentiaire a-t-elle fait face à la hausse de la population sous écrou. Il y a eu donc 6% d'augmentation de cette population sous écrou sur un an. Et d'ailleurs, l'analyse des crédits fait apparaître un déséquilibre au profit de l'action intitulé Garde et contrôle, avec notamment une surexécution de 33 millions € de dépenses de fonctionnement. C'est naturel puisqu'on voit cette augmentation de la population pénale, rapportée donc aux 25 millions prévus en loi de finances initiale. Donc en fait 58 millions en exécution sous cette action Garde et contrôle. Et ce déséquilibre s'exerce au détriment de l'action Accueil et accompagnement, qui connaît quant à elle une sous-exécution de 137 millions € en crédit de paiement. Alors, évidemment, ce déséquilibre s'explique par l'augmentation de la population pénale, qui n'est bien sûr pas maîtrisée directement par l'administration pénitentiaire. Alors, donc, autre question que je souhaitais vous poser dans le cadre de cette rubrique, si je peux dire, pouvez-vous nous indiquer comment l'accroissement de la population prise en charge et le déséquilibre budgétaire induit se sont traduits concrètement, en pratique, donc, dans les établissements? Et comment comptez-vous remédier à cette situation, notamment pour ce qui concerne la formation en prison, qui est un sujet aussi important?
Vous avez indiqué effectivement, vous avez parlé des établissements pour mineurs. L'année 2007 a été marquée par l'ouverture des 4 premiers EPM à Lavore, Rhône-Mézieux, Kievrechin et Marseille. Et est-ce qu'il serait possible, dès à présent, de donner, disons, quelques bilans sur les premiers mois de fonctionnement de ces établissements pour mineurs? Enfin, dans cette première rubrique, est-ce que vous pourriez nous dire s'il y a des leçons à tirer pour les prochains établissements pénitentiaires qui doivent ouvrir, et le programme est donc important, est-ce qu'il y a des leçons à tirer tant en termes matériels, et je pense notamment aux normes de construction, qu'en termes organisationnels? Alors, deuxième grand point, le bilan de la politique d'aménagement des peines. Le point très important qui a été évoqué déjà, c'est que le nombre de condamnés bénéficiant d'un aménagement de peine a augmenté de 34%. Il est passé de 3 414 détenus en 2006 à 4 565 détenus en 2007. Ce qui, au passage, montre bien la volonté qui est la vôtre, justement, et vous l'avez dit à l'instant, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aménager les peines et justement faire en sorte d'éviter ces sorties sèches. Alors, je salue bien entendu cette politique particulièrement volontariste et qui doit normalement faire éviter toute caricature. Politique sécuritaire, on en parle. Il y a quelques communiqués de temps en temps sur ce sujet. Mais moi, quand on regarde à l'exécution du budget et quand on voit toutes les mesures qui ont été prises depuis déjà pas mal de temps, on voit que le but principal, et vous l'avez souligné d'ailleurs à l'instant, c'est qu'à côté, disons, d'un certain nombre de respects de règles, il y a tout ce qui concerne l'aménagement des peines. Alors, il y a donc au 1er janvier 2008 47 000 détenus condamnés. Pouvez-vous nous indiquer combien d'entre eux étaient susceptibles de faire l'objet d'un aménagement de peine en 2007? Et est-ce qu'il est possible d'évaluer le ratio comparé, ramené au nombre de détenus sortant de prison, des détenus sortant en aménagement de peine, sorties sèches, et de ceux qui en bénéficient? Est-ce qu'il est possible de faire ce ratio en l'état sur l'évolution finalement des aménagements de peine et est-ce qu'on note bien effectivement une diminution de ces sorties sèches contre lesquelles nous luttons finalement depuis plusieurs années, tant évidemment dans l'élaboration des textes que dans la politique du gouvernement? Vous avez là aussi, et c'est important dans le cas de la future loi pénitentiaire, vous avez proposé le principe d'un possible aménagement de peine de 2 ans d'emprisonnement contre 1 an aujourd'hui. Est-ce qu'il y a par rapport à cela une évaluation du nombre donc de détenus qui pourraient être concernés par cette évolution de la politique? C'est un point, je crois, aussi important. Et justement, comme il y aura une augmentation de ces aménagements de peine grâce à cette mesure, est-ce qu'il est prévu de recruter en concordance, si l'on peut dire, davantage de travailleurs sociaux pour s'en occuper? Autre point, alors j'ai quelques questions, mais oui, j'en profite. Importante, mais bon. Autre point, c'est un certain nombre de questions qui me semblent essentielles. C'est bien sûr, vous en avez parlé aussi, l'augmentation du recours au bracelet électronique. Là aussi, qu'est-ce qu'on avait entendu sur le bracelet électronique? Je me souviens des débats à l'Assemblée il y a quelque temps. Eh bien, le RAP indique une importante augmentation donc, du recours au bracelet électronique, plus 52% en ce qui concerne le bracelet fixe. Alors, est-ce qu'il est possible d'ailleurs, sur ce point, de faire un petit bilan sur ce recours assez accru au bracelet électronique fixe? Et en ce qui concerne le bracelet électronique mobile, le premier président de la Cour de cassation, M. Lamandois, a récemment remis, donc très récemment remis, un rapport au président de la République, et il a préconisé une évolution des matériels utilisés pour rendre ces bracelets électroniques mobiles plus pratiques et plus légers. Quelques critiques qui avaient été mises sur l'utilisation d'un bracelet électronique, des problèmes matériels d'utilisation des bracelets électroniques mobiles.
Le premier président Lamanda a souhaité effectivement que ça soit finalement plus pratique. Alors, est-ce qu'il est possible d'étudier cette possibilité et est-ce qu'il y a une évaluation en quelque sorte qui a été faite du coût que cela induirait d'avoir des matériels, des bracelets électroniques mobiles qui seraient donc plus pratiques, si l'on peut dire, à utiliser, parce qu'évidemment, si c'est plus pratique à utiliser, on aura plus facilement recours à ce système. Et enfin, le troisième et dernier point, qui me semble là aussi essentiel, c'est bien sûr l'accès des détenus aux soins. Alors, le RAP fait état de quelques difficultés concernant le financement des UHSI, les unités donc hospitalières sécurisées interrégionales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce point et sur ce qui est indiqué par le RAP sur ce point-là? Ensuite, simplement, les dernières questions. Pouvez-vous nous indiquer quel indicateur sera choisi dans le projet de budget pour 2009 s'agissant de l'objectif numéro 5, améliorer l'accès aux soins, en remplacement du nombre d'extractions médicales jugées trop peu pertinent car exogènes à l'administration pénitentiaire. On comprend bien pourquoi. Et donc c'est là aussi quelque chose qui me semble essentiel. Et puis en fait, c'est une question connexe que je vous pose. Pouvez-vous nous dire où en sont les recrutements de médecins coordonnateurs? L'objectif de 450 est-il atteint? Voilà. Et puis, dernière question, et puis je m'arrête, Monsieur le Président. Non, elle venait d'une façon logique. Bon. Et dernière question, simplement, c'est bien sûr par rapport à la loi pénitentiaire. Nous avons lu dans la presse quelques échos récemment, avec un certain nombre de dispositions qui me semblent dénuées de fondement. Donc je souhaiterais savoir peut-être ce que vous en pensez. Et sur ce calendrier concernant la loi pénitentiaire qui va arriver prochainement, est-ce que vous pourriez nous dire donc finalement quel est le calendrier qui est finalement retenu pour cette loi pénitentiaire? Voilà, je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à Jean-Paul Garot pour la partie justice et accès au droit. Merci, Monsieur le Président. Oui, Madame la Ministre, donc ceci a déjà été dit, le budget augmente de façon significative. Je note d'ailleurs que depuis 2002, le budget de la justice a augmenté de près de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire de pratiquement 40% d'augmentation depuis 2002. C'est évidemment assez remarquable. Plusieurs donc questions à vous poser par rapport à ce projet de budget. D'abord, la première concerne la refonte de la carte judiciaire. En effet, la réforme sera mise en œuvre d'ici 2011. Déjà, les premiers éléments de cette réforme ont été appliqués, si l'on peut dire, par la mise en place de pôles de l'instruction, installés depuis mars 2008 dans les juridictions importantes. Il est indiqué qu'au 1er janvier 2010, ce sont 178 tribunaux d'instance qui seront regroupés et un sera créé. La réforme de la carte des tribunaux de grande instance interviendrait au 1er janvier 2011 et 23 d'entre eux sont concernés. Alors, au cours des auditions que j'ai menées, certaines inquiétudes sont suscitées par la réforme de la carte judiciaire et auxquelles vous entendez répondre, puisque vous avez indiqué que vous souhaitiez effectivement anticiper sur la mise en œuvre de la réforme de la carte judiciaire. Je pense que d'après les auditions que j'ai réalisées, il serait intéressant et important de développer l'information dans les juridictions qui sont délivrées aux fonctionnaires et magistrats concernés par l'application de la réforme de la carte judiciaire, justement pour mieux faire en sorte que l'anticipation soit bien réalisée. J'ai noté donc sur ce plan de la carte judiciaire certains points sur le financement pour 2009. Je précise donc pour 2009, sur le financement du plan social, sur donc l'accompagnement de cette réforme, sur le calendrier également, bien entendu, de mise en œuvre de la réforme, et sur un point en particulier qui concerne la réponse que vous entendez donner aux mémoires qui sont déposées devant le Conseil d'État concernant donc des recours qui ont été donc mise en œuvre concernant l'application de cette réforme. Par ailleurs, comme ceci a d'ailleurs été dit, plusieurs points sont très positifs concernant donc des économies réalisées grâce à la dématérialisation de l'intégralité des procédures, qui permettra bien sûr un fonctionnement plus efficace des juridictions.
Et également, donc, un deuxième point sur lequel je souhaite venir, et ceci d'ailleurs, j'en avais déjà parlé lors des dans les précédents rapports, concerne la mise en œuvre des primes modulables. Vous l'aviez d'ailleurs vous-même dit l'année dernière lors de la présentation de votre rapport, sans greffier, aucun magistrat ne peut prendre de décision. C'est évidemment important puisque nous savons qu'un magistrat sans greffier ne peut pas faire grand-chose et qu'il y a là une équipe. Et c'est vrai que les magistrats bénéficient de la mise en œuvre des primes modulables déjà depuis plusieurs années, alors que les fonctionnaires de justice et les greffiers n'en bénéficient pas véritablement. Donc il y a une difficulté, une sorte de dissension qui peut naître au sein de cette équipe et qui peut nuire bien entendu au bon fonctionnement de l'équipe et donc de la justice. D'ailleurs, lorsque vos services ont répondu donc à mon questionnaire écrit, votre ministère a indiqué, et je le cite, qu'alors que le principe applicable en matière indemnitaire consiste normalement à récupérer 50% des économies tirées des suppressions d'emplois, il a été décidé dans le cadre du PLF 2009 et en l'absence de suppression d'emplois de fonctionnaires des greffes, de dégager une enveloppe budgétaire supplémentaire de 2,9 millions d'euros. Votre ministère ajoute que cette enveloppe va permettre la mise en œuvre de la modulation indemnitaire envisagée, tout en ajoutant que ces modalités n'ont pas encore été arrêtées. Donc il semblerait qu'il y a effectivement un mouvement qui aille vers une sorte de généralisation de ces primes modulables. Donc je souhaitais bien entendu vous demander où nous en étions sur ce point. Autre point sur lequel j'étais déjà venu précédemment, ça rejoint le même, si je peux dire, c'est le ratio magistrat-greffier. Le ratio magistrat-greffier qui effectivement donne le sentiment, et d'ailleurs ceci a été repris par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui a pointé que le ratio magistrat-greffier, magistrat-fonctionnaire n'était pas excellent en France. Donc je crois que là aussi, est-ce que vous pourriez nous indiquer ce qu'il en est par rapport à ce ratio, puisque ceci rejoint toujours cet esprit d'équipe dont je parlais à l'instant. Nouvelle question rapidement concernant donc particulièrement les greffiers. Je souhaitais vous demander si vous comptiez mettre en œuvre les préconisations du rapport de la commission Guinchard tendant justement à la valorisation des fonctions exercées par les greffiers et notamment prévoyez-vous de payer une partie des nombreuses heures supplémentaires qu'ils réalisent. Autre question concernant l'École nationale de la magistrature, à laquelle je suis évidemment particulièrement sensible. J'ai noté qu'il y aurait une baisse de recrutement des postes offerts au concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. Alors, je voulais donc vous poser cette question concernant les raisons de cette baisse de recrutement, puisqu'a priori, il apparaît que dans les années prochaines, au cours des 10 prochaines années, il y aura des départs en retraite assez massifs dans la magistrature. Et comme par ailleurs, il semble ne pas être possible de compenser ces recrutements par des recrutements latéraux, puisque le texte indique qu'il y aurait un maximum de 30% de recrutement latéral possible par rapport au recrutement par concours. Donc je souhaitais évidemment savoir quelle est l'évolution en ce qui concerne les recrutements en concours de l'ENM. Et sur ce point, là très récemment, j'ai eu des éléments sur lesquels je souhaitais vous poser une question concernant la scolarité de l'École nationale de la magistrature. Vous y étiez très récemment. Concernant donc le stage avocat qui a été donc allongé de 6 mois de stage avocat pour la scolarité des élèves de l'école, des auditeurs de justice. Et il y a un problème de positionnement finalement de la scolarité. Il y a à l'École nationale de la magistrature une scolarité de 31 mois. Il avait été évoqué la possibilité justement pour pouvoir intégrer ce stage avocat de 6 mois, de la porter à 36 mois. Il semblerait actuellement que cette hypothèse de 36 mois ne soit pas retenue. Et donc, problème, comment arriver à faire en sorte que toute la scolarité puisse intégrer les 31 mois. Une autre hypothèse qui vient à l'esprit serait de faire en sorte que
les mois de préaffectation, ce qu'on appelle la préaffectation fonctionnelle, c'est-à-dire une fois que l'auditeur de justice a réussi son concours de sortie, qu'il connaît sa place de sortie, eh bien il engage sa dernière période de formation, qui est la préaffectation dans les fonctions qu'il va effectivement suivre ensuite, qu'il va accomplir ensuite en tant que magistrat. Et il apparaît que cette période de préaffectation fonctionnelle pourrait sortir de la scolarité, finalement, donc on en resterait, si je peux dire, à 31 mois de formation de scolarité, et la préaffectation se ferait après, finalement, en tant que magistrat, ce qui pourrait permettre de garder les 31 mois tout en faisant le stage avocat et en faisant en sorte qu'on puisse accomplir toute la scolarité telle qu'elle est prévue. Elle est très riche, évidemment, et elle est très, très importante. Oui, juste un point encore, Madame la Ministre, concernant effectivement, parce que j'y suis encore à l'École nationale de la magistrature, concernant la pension civile des auditeurs de justice. Depuis la mise en œuvre de la LOLF, les cotisations patronales de retraite font l'objet d'un versement au compte d'affectation spéciale pension. S'agissant des auditeurs de justice, cette dépense n'a pas été intégrée en 2008 au budget de la mission justice. Et donc l'ENM a donc été contrainte de verser ses cotisations en puisant dans son fonds de roulement. Alors la question bien sûr est la suivante, comment faire pour l'année prochaine, puisqu'a priori l'ENM ne peut pas à nouveau puiser dans son fonds de roulement. Ce sont des inquiétudes qui ont été manifestées notamment par des auditeurs de justice. Voilà, Madame la Ministre. Alors simplement, il y a juste un point, oui, voilà, un point simplement sur l'aide juridictionnelle. Je tiens à dire que la baisse apparente des crédits en 2009 est donc finalement, comme je viens de le dire, simplement qu'apparente, car le montant sera majoré en gestion de 13 millions d'euros par établissement de crédit. Donc en réalité, les crédits de l'aide juridictionnelle sont stables et je souhaitais évidemment le mentionner. Voilà, je vous remercie. Mais pratiquement tout est dit. Merci Monsieur le Président. Oui, je souhaite vous présenter un amendement qui est important et qui est d'autant plus important qu'il s'agit d'un secteur important de l'économie française, puisqu'il s'agit du monde viticole et de la viticulture. Alors je vais vous exposer rapidement quelle est la problématique qui concerne donc la viticulture et en particulier effectivement la viticulture bordelaise et saint-émilionnaise. Je vous présente cet amendement pour en fait rectifier un oubli qui fait suite à l'annulation d'un arrêté ministériel du ministre de l'Agriculture qui concerne les classements des vins de Saint-Émilion. Les vins de Saint-Émilion sont classés tous les 10 ans en vertu d'une procédure assez compliquée, et cette procédure se termine par un classement donc, qui est décidé par un arrêté du ministre de l'Agriculture. Le dernier classement donc, a été décidé en 2006, exactement le 12 décembre 2006. Malheureusement, pratiquement 2 ans plus tard, exactement le 1er juillet 2008, ce classement a été annulé par un jugement du tribunal administratif. Ce qui fait qu'il n'y avait plus du tout de classement, et ce qui fait qu'au-delà de cette question simplement de classement, il y a un préjudice économique considérable qui concerne la région bordelaise, mais qui va bien au-delà, puisque